Eh bien, rebonjour à toutes et tous sous une autre casquette cette fois. Je dois vous avouer que la pression est forte pour moi de passer après Pascal Bressou et après Steve, qui sont finalement, avec peut-être Slevin dont on parlait tout à l'heure, les premiers auteurs que j'ai lus dans le cadre de ma thèse. Donc le défi est fort, mais il est chouette aussi. Donc je vais vous parler cette fois-ci d'une autre question. Maintenant qu'on a abordé, comme Steve le disait, deux interventions, une sur plutôt les pratiques d'enseignement et l'autre plutôt sur les pratiques de gestion des comportements, il est intéressant d'y former les enseignants et de vérifier s'ils mettent en œuvre ces pratiques ou non. On le verra finalement au fur et à mesure de mon intervention que ce n'est pas si facile non plus de répondre à cette question-là, un peu comme on a pu le voir pour la question qui était posée à Steve. Je vous présente alors ici le processus d'un travail doctoral toujours en cours, fort heureusement un peu plus proche de la fin que du début, mais la fin peut être longue, avec un double objectif. C'est une journée doctorale, donc autant partager tout ça, avec un double objectif de recherche et de formation. L'objectif de recherche est d'étudier les gestes professionnels mis en œuvre par les enseignants. L'objectif de formation est de se servir directement des résultats générés par les recherches pour que ça alimente la réflexion des futurs enseignants qui ont participé à la recherche. Donc on le voit ici, pour faire un lien avec plein d'interventions qui ont eu lieu, de questions, de débats dans la journée. On voit ici finalement cette double casquette dont on a déjà parlé, à la fois de chercheurs et de formateurs. Je l'annonce directement, moi je suis pleinement dedans, puisque dans le cadre de cette recherche-là, j'ai les deux casquettes, avec le biais que ça peut engendrer, on en discutera, mais aussi avec l'intérêt écologique que ça peut avoir. Alors un plan tout à fait classique. Quelques mots du contexte dans lequel se déroule la recherche et de la problématique, un cadre théorique, une méthodo, quelques résultats ciblés pour cette présentation et enfin une discussion et une conclusion. Alors au niveau du contexte, je vous parle ici d'une recherche qui se déroule dans le contexte de la formation initiale des futurs agrégés de l'enseignement secondaire supérieur. Donc les futurs enseignants qui se destinent à enseigner en 4e, 5e, 6e secondaire. Deux options pour faire ça, soit ils entreprennent ce qu'on appelle l'agrégation, c'est-à-dire une formation de 300 heures à l'issue de leur master, qu'ils ont obtenu dans une discipline en particulier. Ici, on parle d'étudiants qui ont obtenu soit un master en sciences psychologiques, soit un master en sciences de l'éducation et qui veulent obtenir l'agrégation pour enseigner des cours de ce type-là à des élèves du secondaire, notamment à des futures puéricultrices, à de futurs éducateurs, etc., puériculteurs, etc. Alors on peut aussi le faire, mais ce n'est pas le cas des étudiants avec lesquels j'ai travaillé. On peut aussi obtenir l'agrégation, oui, qui est incluse dans un master à finalité didactique. Ça existe dans certaines disciplines, notamment en sciences, mais ce n'est pas le cas ici. Donc ici, je vous parle bien d'une formation consécutive à un master. Et le défi est de taille, puisque l'idée est de former des enseignants, bien qu'ils aient déjà un master et soient spécialistes de leur discipline, en 300 heures, dont 100 heures de pratique. Donc on parlait tout à l'heure parfois des contextes dans lesquels se déroulent les recherches, des demandes du milieu. Ici, on a quand même des contraintes assez fortes en termes d'efficacité et d'efficience de ce qu'on met en place. Alors, dans ce cadre-là, on a mis en place dans le service de Marc Demeuse un dispositif de formation pratique d'une durée de 100 heures, composée de plusieurs activités, mais en gros, il y en a deux. Une première partie à l'université qui prépare au stage et une deuxième partie sur le terrain dans les écoles secondaires. Il y a plusieurs activités, mais je vous en décris en détail deux. La première, c'est une activité de micro-enseignement au cours de laquelle chaque futur enseignant s'exerce à donner cours à ses collègues qui endossent soit le rôle d'élève, soit le rôle d'observateur. Activité qui leur permet de s'entraîner dans un contexte sécurisé, puisque pour la plupart, ils n'ont encore jamais mis les pieds dans une classe. Ça, c'est une des activités qui est prévue pour les préparer au stage dans les vraies écoles avec de vrais élèves. Alors, la problématique,
Elle est double, comme je vous l'ai dit, avec mon histoire de double casquette, une double problématique et un double objectif. Alors, d'un point de vue recherche, pourquoi étudier les gestes professionnels à des fins de recherche? Eh bien, déjà dans le milieu francophone, il y a peu d'études de ce type. On s'intéresse essentiellement aux déclarations des enseignants, à ce qu'ils disent faire de leur pratique. On fait ça soit via questionnaire, soit via entretien. C'est intéressant comme recherche, mais on sait aussi depuis longtemps, et plusieurs auteurs nous l'ont montré par des recherches, qu'il existe, et c'est un phénomène tout à fait humain, un écart entre ce qu'on dit faire, entre ce qu'on pense faire, et entre ce qu'on fait réellement. Chose qu'on a aussi nous-mêmes observée dans nos précédentes recherches, celles qui précédaient celle-ci, lorsqu'on confrontait nos étudiants à la vidéo de leur pratique, même avec une vidéo, il y avait parfois un écart de perception important entre ce qu'ils disaient faire et ce qu'ils faisaient réellement et qu'on voyait à l'écran. Donc à partir de là, on s'est dit que c'était intéressant d'étudier les pratiques effectives cette fois. Alors pourquoi les étudier à des fins de formation? Parce qu'on sait qu'une activité importante pour se développer professionnellement, évidemment, ce sont les stages, mais que la pratique en elle seule ne suffit pas. Il ne suffit pas de pratiquer pour s'améliorer, ou dit autrement, ce n'est pas en forgeant qu'on devient forgeron. On a tous besoin de rétroaction, de feedback sur ce qu'on fait, et pour ça, une analyse fine et objective des pratiques effectives est utile. Ce qui nous a amené à formuler une question de recherche qui répondait aux deux intérêts, à savoir quels sont les gestes professionnels mis en œuvre par les futurs enseignants en situation de micro-enseignement et de stage. J'ai entouré ici la situation de stage parce que dans le cadre de cette communication, je me centrerai uniquement là-dessus. Alors, dit un peu autrement, dans le cadre du dispositif qu'on menait à la fois en tant que chercheur et à la fois en tant que formateur, on avait déjà pas mal de résultats de recherche sur le côté déclaré des pratiques grâce à la thèse de mon collègue Antoine de Robert-Mazur qu'il a publiée en 2012 et qu'il a menée au sein du même dispositif de formation. Mais par contre, ce que nos étudiants faisaient, alors évidemment on en avait une idée en tant que formateur, mais on ne l'avait pas étudié à des fins de recherche avec des outils précis. Et donc ça, c'était une boîte noire pour nous, ce qui, compte tenu de tout ce que je viens de vous raconter, faisait qu'il était grand temps de s'intéresser à la question sous un angle de recherche. On a donc voulu, et ces résultats que je vous présenterai tout à l'heure après vous avoir présenté la méthodo, se constituer en quelque sorte d'une forme de photo, de ligne de base de ce que font nos étudiants lorsqu'ils sont en stage au sujet de certains gestes. Et pour ce faire, on avait besoin de recourir à une grille d'observation. Et pour ce faire, on avait besoin de recourir à un cadre théorique, ce qui me permet de faire la transition avec cette partie-ci. Alors, au moment où on devait constituer une grille qui était un peu hybride, qui était utile à la fois pour de la recherche et pour de la formation, on s'est tourné vers les modèles de l'enseignement efficace. Voilà pourquoi cette communication en particulier dans le cadre de cette journée d'aujourd'hui. Alors, avant de définir la notion d'efficacité, même si on en a déjà un petit peu parlé, mais telle qu'elle est opérationnalisée dans le cadre de ce travail, je vous propose une petite activité. On a ici deux enseignants avec des moyennes, c'est évidemment fictif, hein, avec des notes d'étudiants et les moyennes. Je vous demande, à votre avis, lequel des deux est le plus efficace au sens où on entend l'efficacité dans le cadre de cette journée? Le deuxième travaille beaucoup avec des élèves et il en laisse certains à côté. On le voit d'ailleurs à la variance qui est beaucoup plus élevée que l'enseignant minimum. Oui, donc ici, à moyenne égale, les notes ici sont beaucoup plus rapprochées, donc les écarts entre les élèves sont beaucoup plus faibles, tandis qu'ici, à moyenne égale, il y en a plusieurs qui échouent et probablement qu'il y a deux têtes de classe avec lesquelles l'enseignant bosse, ce qui me permet de définir l'efficacité. Dans le cadre de mon travail, on l'a défini comme une élévation de la moyenne de l'ensemble de la classe tout en réduisant la variance et par là même en réduisant la corrélation entre les caractéristiques initiales des élèves et leurs résultats. C'est une définition qu'on emprunte à Bloom. Alors,
un exemple de modèle d'enseignement-apprentissage efficace, c'est l'enseignement explicite. Sans entrer dans les grandes lignes, mais on en a déjà discuté tout à l'heure, c'est notamment à partir de ce modèle-là et de gestes clés de ce modèle-là qu'on a créé la grille d'observation qu'on utilise et dans le cadre de la formation et dans le cadre de la recherche. Mais avant ça, je suis obligée de faire un petit détour pour vous expliquer d'où vient ce modèle-là et donc finalement pourquoi on l'a choisi. Alors, il existe différents types de preuves en éducation, différents types d'écrits, différents types de recherches. Il existe plusieurs types de représentations de ce type-là. Celle-ci, je l'ai trouvée sur Internet parce qu'elle avait un côté un peu visuel qui était sympa pour vous présenter ça assez rapidement. Quand on lit quelque chose en éducation, et ça c'est typiquement dans le thème de la journée, on a pas mal de choses qui relèvent plus finalement de l'opinion, parfois des personnes, l'opinion d'un expert. Alors là, on n'est pas forcément, ou sa propre opinion, soit si c'est efficace ou pas, ben on l'a vu ce matin, on peut penser, nous, être efficace, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc, tout ce qui relève de l'opinion, c'est pas que c'est pas intéressant, mais on va dire que c'est pas de la recherche au sens où on peut après essayer de le répliquer, etc. Donc là, on n'est pas encore tout à fait dans des recherches qui traitent de l'efficacité. Par contre, après, on a différents types de recherches qui sont tout d'abord des études plus descriptives, un peu comme celle que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est typiquement une recherche descriptive qui a simplement visé à décrire un phénomène, décrire les gestes mis en œuvre par des étudiants. Après ça, on a des recherches type expérimentales. Je vais très vite, hein, là évidemment, et je simplifie un peu à des fins de concision. Et vous pouvez trouver des choses de ce type-là qui ont été faites par d'autres personnes, notamment sur le site qui vous a été fourni. Deuxième type, c'est quand on a un groupe expérimental et un groupe contrôle, tel qu'on l'a vu dans certaines interventions ce matin. Un groupe auquel on forme, par exemple, à certaines pratiques où on implante un dispositif, et un groupe contrôle qu'on laisse évoluer de son côté. Et à la fin, on compare les résultats et on regarde quelle intervention a eu le plus d'effet. Et enfin, comme on le disait tout à l'heure, avec toute la difficulté que ça implique, notamment toute la longue liste de critères mis en œuvre, par exemple par Slevin, pour choisir les études à compiler, etc. Il existe des synthèses de recherche ou encore des méta-analyses qui synthétisent toutes les recherches de type expérimental. Alors pourquoi je vous brosse un peu trop rapidement d'ailleurs cette espèce de taxonomie de recherche, il en existe plusieurs, parce qu'en fait l'enseignement explicite, il est passé par tous les niveaux de validation, par tous les types de recherche, il est né grâce à ça, sauf par la parole d'un expert. En fait, l'enseignement explicite, ça n'est pas une approche qui est née un jour dans l'esprit de quelqu'un qui s'est réveillé en se disant « Tiens, je vais créer une approche pédagogique, commençons par telle étape et finissons par celle-là ». En fait, il est d'abord né, et c'était dans les années 70, par des recherches descriptives. Recherches descriptives menées notamment par Rosenshine, c'est le premier à avoir fait ça, à être allé s'asseoir au fond des classes et à observer les comportements des enseignants. Un peu comme je le fais et comme je vais vous le décrire après. Chose qu'il a ensuite corrélée avec les résultats des élèves. Donc il avait une liste de pratiques, il voyait ce que faisaient les enseignants et il regardait lesquels faisaient le mieux réussir leurs élèves ou non. Alors c'était descriptif parce que, comme vous le savez, une corrélation, ça ne permet pas de savoir la cause. Donc on ne sait pas si c'était vraiment ces pratiques-là qui menaient à la réussite. On savait juste qu'il y avait une relation entre la variable A, les comportements, et la variable B, les résultats. Mais à l'époque, c'était déjà vachement intéressant, ce qui a permis à d'autres chercheurs à la suite, fin des années 70, début des années 80, de faire les premières recherches expérimentales, où là, ils se sont dit « Ah ben tiens, au niveau précédent, on a identifié une espèce de liste de comportements qui sont corrélés à la réussite des élèves. Formons un groupe d'enseignants à ces gestes-là et laissons un autre groupe d'enseignants faire leurs pratiques habituelles. Schéma expérimental avec groupe expérimental, groupe contrôle, et on regarde à la fin qui réussit le mieux. Et c'était effectivement les élèves des enseignants qui avaient été formés
aux pratiques efficaces. Alors, des études de ce type-là, avec groupe expérimental et groupe contrôle, il y en a eu plusieurs. Dès ces années-là, fin des années 70, début des années 80, et on en a des récentes. On a notamment cette année une des doctorantes de Steve qui a défendu une thèse sur un gros échantillon de près de 1000 élèves où elle a comparé l'enseignement explicite et l'enseignement de type plus socio-constructiviste avec un devis de ce type-là. Et toutes ces études, elles ont ensuite été, ou elles pourront être, pour les toutes récentes, traitées par des méta-analyses et des méga-analyses qui sont des synthèses de recherche expérimentale et qui nous montrent à nouveau l'efficacité de l'enseignement explicite. Donc j'aimais bien de faire ce petit parallèle avec ce dessin-là pour vous montrer le cheminement finalement, d'où ça vient et pourquoi quand on parle d'enseignement explicite, même si je nuancerai plus tard la nécessaire adaptation au contexte, etc., de tout ce que je vous raconte, pourquoi c'est important de parler de cette approche-là. Alors il en existe d'autres, hein. On a parlé par exemple aussi du Success for All de Slevin. Il existe donc plusieurs approches pédagogiques qui ont été créées par un processus similaire à celui que je viens de vous créer à partir des recherches sur l'enseignement efficace. Et il en existera, on l'espère, probablement encore d'autres. Donc on n'est pas dans une forme d'idéologie ou de choses monomaniaques comme on pourrait parfois le penser. Et donc il faut juste, et je trouve que les interventions de ce matin le montraient bien, il faut juste le faire. Et ça, par contre, c'est vachement difficile. On l'a bien vu par les différentes interventions. C'est des recherches assez difficiles à mener, mais qui patiemment permettent d'augmenter la base de connaissances en enseignement. Alors, quelques mots sur l'enseignement explicite pour vous montrer comment après moi je l'opérationnalise dans une grille qui me permet d'observer les futurs enseignants. Donc l'enseignement explicite, une des définitions, c'est de rendre tout explicite aux élèves, les objectifs, les étapes, etc., pour éviter l'implicite qui peut être néfaste aux élèves et en particulier aux élèves en difficulté. C'est une série d'étapes à respecter dans certaines conditions. Hein, on n'est pas en train de dire non plus qu'il faut utiliser cette approche-là tout le temps, mais dans certaines conditions, il est important de le faire, notamment quand la tâche est complexe et quand les élèves sont faibles, ou en tout cas en difficulté. Alors, il est utile de passer par ces trois étapes-là, qui sont très rapidement une étape au cours de laquelle l'enseignant va modeler, va réaliser la tâche devant les élèves en mettant un haut-parleur sur sa pensée, donc en verbalisant à voix haute les étapes par lesquelles il passe pour résoudre un problème, et donc en faisant vraiment un espèce de processus métacognitif devant les élèves. Une deuxième étape de pratique guidée au cours de laquelle les étudiants vont réaliser la tâche ensemble sous la supervision étroite de l'enseignant, notamment par exemple via l'enseignement réciproque où chacun se réenseigne la tâche sous la supervision de l'enseignant pour vérifier qu'ils ont bien compris. Et enfin, uniquement à la fin, l'élève réalise la tâche seul une fois qu'on s'est assuré qu'il est capable de passer à la pratique autonome, c'est-à-dire lorsqu'il réalise la tâche avec au moins 80% de réussite. Je vais très très vite là-dessus, parce qu'en fait, ce n'est pas cette suite d'étapes, c'est pas que c'est pas intéressant, au contraire, je travaille beaucoup ça dans le cadre de mes autres travaux, mais ce n'est pas cette suite d'étapes que j'ai observée avec la grille que je vous présente aujourd'hui. Avec la grille, j'observe plutôt des gestes transversaux à ces différentes étapes et qui sont considérés comme efficaces dans la littérature. Ce que certains auteurs appellent des ingrédients clés de l'enseignement efficace. Par exemple, le fait de vérifier régulièrement la compréhension des élèves. Le fait de ne pas interroger toujours les mêmes et de bien varier les élèves à qui on pose des questions, etc. C'est ce type de geste-là que j'observe dans le cadre de mon dispositif. Pas que le reste n'est pas intéressant, mais qu'en tout cas, pour un premier essai, en tout cas d'études descriptives, pour déjà voir un peu quels sont les types de gestes mis en œuvre par les futurs enseignants, c'était plus pertinent de commencer comme ça
en regardant qu'est-ce qu'ils font comme type de geste dans le cadre de leur leçon, sans leur demander nécessairement, parce que comme je vous l'ai dit, ce n'est pas toujours pertinent d'utiliser dans son entièreté comme ça, dans toutes les situations. Par contre, ces gestes-là, même chose pour ceux de la gestion de classe, des petits signaux non verbaux, le fait de circuler, etc. Ça, c'est quand même important de le faire, si ce n'est pour toutes les leçons, en tout cas régulièrement. Donc, une série de gestes ont été extraits de la littérature pour créer une grille d'observation. Et je vous en détaillerai l'un ou l'autre par la suite après pour pouvoir vous montrer quelques résultats aussi. Et donc, en résumé du cadre théorique, ces gestes professionnels relevés dans la littérature efficace sont à la fois basés sur des données probantes, mais ils sont à la fois assez concrets et pragmatiques pour permettre d'y former les enseignants. Et finalement, on boucle la boucle un peu comme ça. Ce n'est pas trop étonnant puisque, je vous ai fait tout l'historique des recherches, sont des gestes finalement qui ont été observés auprès de vrais enseignants dans de vraies classes. Au niveau de la méthodo, le cadre théorique que je viens de vous brosser rapidement, il a été opérationnalisé dans une grille d'observation qui permet de centrer l'attention de l'observateur et du futur enseignant sur ces gestes que je viens de vous décrire. Et ça permet de mettre en place la situation suivante. Donc dans les écoles, l'observateur observe le futur enseignant à l'aide d'une grille d'observation insérée dans un logiciel d'observation dont je viens de vous parler juste avant. Et pour ça, il y a une caméra qui est reliée à l'ordinateur, de sorte de pouvoir en fait relever les comportements qui se synchronisent à la vidéo et qui me permettent ensuite de revisionner le tout, et la vidéo et les comportements avec le futur enseignant, de sorte d'avoir une discussion réflexive avec lui. Je remercie d'ailleurs mon futur enseignant qui sourit au fond de la salle et qui a accepté de faire des photos promotionnelles dont je plaisante, mais merci à ma collègue. Et là, vous voyez le côté double sur lequel je reviens tout le temps, à savoir de recherche et aussi de formation, puisque tout ça, c'est ce que j'ai fait dans le cadre de mes fonctions aussi de formatrice, et je menais ma thèse en même temps sur le sujet. Alors, avant d'en arriver à ce dispositif-là qui permet d'enregistrer, coder les comportements et débriefer avec un futur enseignant, il y avait tout un travail préalable à faire avant, qui était de opérationnaliser la revue de la littérature dans une grille d'observation et de la tester dans différents types de logiciels d'observation. Je vais vous décrire un peu tout ce processus-là, parce qu'il est assez intéressant dans le cadre d'une journée comme ça, doctorale, justement, puisque là, par exemple, il était question, non pas de s'amuser à comparer les logiciels comme ça pour rien, mais de trouver celui qui permettait de faire tout ce que je viens de vous décrire de la manière la plus ergonomique possible, tout en extrayant aussi des résultats de recherche type statistiques descriptives, occurrence, durée de comportement, etc. Donc je me focalise d'abord sur cette partie-ci, donc transposition de la revue de la littérature en une grille d'observation. Alors la grille créée, elle permet d'observer les gestes professionnels qui sont ici définis comme des actions menées par l'enseignant au cours de sa séance, qui peuvent prendre la forme d'actes de langage, d'actions gestuelles ou encore d'expression du visage. Ici, j'ai mis ça en rouge, pas que le reste n'est pas intéressant, mais parce que je me centrerai essentiellement là-dessus dans le cadre de ma présentation. Et la grille que je vous présente ici, elle est structurée selon les fonctions des gestes professionnels. C'est une notion qui était issue de plusieurs grilles d'observation qui étaient assez utiles dans le cadre de la création de la grille. Et donc simplement la fonction, c'est ce à quoi sert le geste. Par exemple, vérifier la compréhension, fournir un feedback, etc. Donc on code à chaque fois la fonction du geste observé. Alors la grille sur papier, elle ressemble à ça, avec les différents types d'interventions verbales de l'enseignant
et les différents types d'interventions des élèves qui sont observés. Et je vous en dirai plus à ce sujet tout à l'heure, puisque je me centre dans le cadre de cette présentation sur 2 catégories de la grille, et je vais vous montrer pas à pas ce qui se cache derrière ces catégories et les types de résultats que ça m'a permis d'obtenir. Donc ça, c'est la vision sur papier. Dans le logiciel, ça ressemble à ça, avec tous les gestes sur lesquels le formateur clique pendant la situation d'observation, de sorte de relever en direct les comportements. Alors, je vous ai dit que j'allais me centrer sur 2 gestes. Le premier, c'est ce que j'ai appelé dans ma grille l'objectivation de la compréhension. Donc, c'est le fait de rendre objective la compréhension des élèves. C'est vraiment quelque chose qui se situe au cœur de l'enseignement explicite et des recherches sur l'enseignement efficace en général, qui est de très régulièrement s'arrêter et vérifier la compréhension des étudiants. Alors, pour être efficace, selon la littérature sur l'enseignement efficace, il faudrait faire ça très souvent. Comme le dirait Steve, il faut faire un petit bout, il faut s'arrêter et vérifier, un petit bout, s'arrêter, vérifier, etc. Mais voilà, blague à part, c'est quelque chose, on a même des chercheurs qui sont allés jusqu'à quantifier qu'il faudrait faire ça toutes les 2 à 3 minutes. Voilà, c'est pas forcément une norme rigide, j'y reviendrai dans le cadre de ma conclusion, mais c'est au moins un repère issu de la littérature qui nous dit qu'en tout cas, il faudrait faire ça souvent. Et dans le cadre de mon travail, à partir de la littérature, j'ai identifié 2 types de façons de faire, 2 types de façons de vérifier la compréhension des élèves. Et je vous propose ici une mini-activité qui est de lire ces interventions que j'ai retranscrites à partir des interventions des futurs enseignants qui ont participé à ma recherche et d'essayer d'identifier les 2 types. Les 2 types de façons de faire, les 2 types de vérifier, les 2 façons de vérifier la compréhension des élèves. Je vous écoute. Et vous ne sortez pas d'ici non plus. Non, je plaisante. La première et l'avant-dernière. Que tu identifies, toi, comme étant la bonne manière de faire, c'est ça? Et comment tu qualifierais les 2 si tu dois les définir, par exemple? On s'assure vraiment, on va vraiment chercher chez l'élève oui. qu'il puisse nous donner un feedback et vérifier la compréhension. Le reste, c'est des questions plus ou moins ouvertes où ils peuvent répondre oui, non, on ne saura jamais vraiment s'ils ont bien compris ou pas. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a que ces 2-ci qui vont forcer l'élève à vraiment, on va vraiment ouvrir la boîte noire finalement pour s'assurer de la compréhension des élèves. Toutes les autres, et on le fait tous, et moi aussi parfois en fin de chapitre, ah ok c'est bon, et bouf, on continue sur la suite. Donc celles-là, dans ma grille, je les ai appelées en me basant sur des grilles antérieures, objectivation stéréotypée de la compréhension, c'est toutes ces interventions qui n'appellent pas réellement à une vraie réponse. Et donc, en général, qu'est-ce qui se passe quand on demande « OK » à nos étudiants? Ils sont tous « oui, oui, oui ». Ou c'est très rare qu'il y en a un qui lève la main en disant « ben non, moi, j'ai absolument rien compris ». À l'inverse, comme tu le soulignes très bien, ce type d'intervention-ci est souligné dans la littérature sur l'enseignement efficace comme étant un bon type d'intervention à mettre en œuvre régulièrement, donc s'arrêter et demander aux élèves, par exemple, peux-tu reformuler ce que nous venons de voir? Et ce type de geste est intéressant parce que non seulement il permet à l'enseignant d'avoir des infos sur la compréhension des élèves, mais en plus, quand les étudiants savent qu'on fait ça souvent, le taux d'attention en général, il est plus fort que s'ils savent qu'on leur demande juste « ok, d'accord » et puis qu'on passe à la suite. Donc, vous voyez un peu le lien entre gestion de l'enseignement d'une part et gestion des comportements d'autre part. Alors d'un point de vue méthodo, c'est un détail mais qui a son importance et c'est notamment pour ça que cette catégorie-là de la grille, elle ne s'appelle pas questionnement, c'est parce qu'on code la fonction. Donc vous voyez ici que par exemple, et pas la forme de la phrase. Donc on aurait tendance, la plupart des interventions qui sont codées dans cette catégorie, vous l'avez vu, ce sont des questions, mais pas uniquement.
Et on code donc bien ici uniquement la fonction. Par exemple ici, peux-tu réexpliquer ce que nous venons de voir ou dis-moi ce que tu as compris. Ça concourt à la même fonction, donc on se fiche un peu finalement du fait qu'il y a un point d'interrogation ou non. Ça a l'air idiot dit comme ça, mais en termes de méthodo de recherche, du coup ça a son implication. Et comme je forme aussi des étudiants à utiliser cette grille-là dans le cadre du master en sciences de l'éducation, c'est important de le préciser, et parce que ça contraint un peu. Une fois qu'on a décidé de faire comme ça, il faut suivre après et coder tout le temps de la même manière. Alors, autre geste que j'ai observé avec cette grille, c'est la manière, comme je vous le disais tout à l'heure, de désigner les élèves. Donc, une fois qu'on met en œuvre le bon type de vérification de la compréhension, encore faut-il ne pas le poser, par exemple, uniquement aux 2-3 élèves du premier rang qui lèvent la main toutes les 30 secondes pour donner les réponses. En tout cas, c'est ce que nous disent les recherches sur l'enseignement efficace, que je nuancerai aussi par la suite, mais une des grandes tendances, en tout cas au niveau des gestes dans cette littérature-là, c'est de nous dire attention, n'interrogez pas tout le temps celui qui lève la main. Donc j'ai essayé d'observer ça en salle de classe avec une grille restreinte qui me permettait de relever ça. Et je vous rappelle aussi que je faisais le tout en live. Donc ça a aussi une contrainte sur le design de la grille, puisque c'est pas pour avoir fait déjà des recherches comme ça avec des grilles beaucoup plus détaillées où on a le temps de faire pause à la vidéo. Mais là par contre c'était toujours avec cette double casquette recherche-formation. C'est toutes des observations que j'ai faites live. Donc par rapport à ça, il y a 6 catégories dans la grille qui me permettent d'observer globalement la manière dont l'enseignant désigne les élèves. Le premier, j'ai relevé toutes les fois où un élève qui n'a pas été désigné fournit une réponse. Donc en général, c'est quand l'enseignant pose une question qu'on dit à la cantonade. J'ai aussi relevé toutes les fois où ce sont les élèves qui lèvent la main qui sont désignés. J'ai également relevé les réponses fournies par des élèves qui ont été désignés, comme si je choisissais maintenant une de mes collègues pour répondre à une de mes questions. J'ai aussi regardé, ça c'est une petite astuce qui est fournie dans pas mal de recherches sur l'enseignement efficace, qui est de tout simplement utiliser un système de désignation aléatoire avec par exemple des petits bâtonnets sur lesquels on met les noms des élèves et on tire au hasard qui doit répondre. Comme ça, on s'assure de tout le temps interroger tout le monde et que les élèves soient attentifs. Et alors, j'avais une catégorie un peu fourre-tout à la fin, des fois qu'il y aurait eu d'autres choses auxquelles je ne m'attendais pas qui apparaissent. Dans les faits, c'est arrivé de temps en temps, et quand c'était ça, en général, c'était une désignation type à tour de rôle. Un peu comme si je commençais maintenant par Patricia et on faisait tous chacun son tour, comme ça, et où on saurait que, par exemple, M. Bressou est le dernier. Et donc, comme discuter avec mes étudiants, ça a un avantage qui est de n'oublier personne, mais par contre, les derniers, par exemple, s'ils n'ont pas envie d'être trop attentifs, ils savent qu'ils ont un peu la paix pendant longtemps. Donc, ça me permettait d'avoir ce type d'interaction avec les étudiants qui étaient observés. Et enfin, dernière catégorie, elle sera un peu plus claire tout à l'heure, c'est une dernière, parce que comme vous le voyez, j'ai pas pu, comme je vous le décris, comme je faisais ça en direct, j'ai pas pu par contre relever que Normand avait été intervenu 32 fois ou que Sabine était intervenue 12 fois. Donc la dernière, c'est quand en fait le même élève déjà interrogé est réinterrogé par l'enseignant, si vous voulez. Mais ce sera plus clair tout à l'heure dans mon tableau de résultats. Deuxième partie méthodo importante, c'est quand j'ai transposé cette grille-là, quand je l'ai testée plutôt dans différents types de logiciels. Mon but était de trouver un logiciel d'observation qui me permettait de faire ça de manière écologique et pas trop intrusive dans les classes, qui me permettait aussi de donner un feedback à l'étudiant tout de suite après, dans des conditions qui ne sont pas toujours hyper favorables non plus, parfois sur un coin de table à la récré, etc. Mais qui me permettait aussi d'extraire des résultats pour ma recherche, à minima des stats descriptives type occurrence et durée. Pour faire ça, j'ai adapté
une typologie que mes collègues de mon service avaient élaborée pour déjà comparer deux types de logiciels d'observation il y a quelques années et qui comporte toutes sortes de fonctionnalités qui sont utiles quand on fait de l'observation. J'ai enrichi cette typologie-là de plusieurs fonctionnalités dont moi j'avais en particulier besoin dans le cadre de ma recherche. Donc par exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la possibilité d'enregistrer et de coder en direct ce qui se déroule, parce qu'il existe des logiciels de labo, mais qui ne permettent pas forcément d'être transportables, tels que ce que je viens de décrire. Et à partir de là, j'ai comparé les 4 logiciels à partir de cette grille d'analyse-là, non seulement parce que c'était utile pour moi, mais ça a un intérêt aussi en termes de méthode de l'observation, de comparer ce type d'outils pour permettre à chacun d'utiliser ce type de grille pour trouver l'outil qui convient le mieux à sa recherche. Donc j'ai fait ça pour essayer de trouver celui qui répondait le mieux aux objectifs de la mienne. Donc c'est une espèce de petit test achat des logiciels afin de trouver celui qui convenait le mieux au double objectif de recherche et de formation. Je vais l'illustrer ici, tout ce processus-là, par quelques exemples. Et après, je terminerai en vous présentant quelques résultats. Alors, un exemple, c'est qu'en méthode de l'observation, il existe 3 types de catégories de codage qu'on peut utiliser. La première, qui est assez courante, c'est ce qu'on appelle des catégories mutuellement exclusives et exhaustives. Donc, par exemple, sur une leçon qui commence à la minute 0 et qui se termine peut-être à la minute 40, on code toujours quelque chose. Donc, on sait toujours ce que fait l'enseignant. Par exemple, ici, il se tait et ici, il gère la discipline. Mutuellement exclusive, ça veut dire qu'on fait en sorte d'avoir des catégories qui ne se chevauchent pas. Donc, par exemple, un silence, ça n'est pas un feedback. Ça a l'air idiot, mais sur une grille plus conséquente, il faut s'assurer que nos catégories soient bien exclusives. Et exhaustive, ça veut dire qu'on code toujours quelque chose. Un autre exemple de catégorie d'observation, c'est les catégories qu'on appelle de pointage. C'est quand on pointe un comportement sans s'intéresser à sa durée. Donc vous le voyez ici sur mon schéma, on n'a pas d'infos sur la durée, tandis qu'ici, on sait en permanence ce que fait l'enseignant. Donc à la fin, sur les 40 minutes, on sait faire par exemple des pourcentages pour savoir à quel geste il a accordé le plus de temps. Donc moi, j'ai regardé par exemple, pour chacun des logiciels, s'il y avait bien les différents types de catégories dont j'avais besoin. En l'occurrence, j'avais besoin de celle-ci et de celle-ci pour utiliser ma grille au complet. Et donc, j'avais déjà un choix. Celui-ci, par exemple, permettait de tout faire, tandis que cela, il devait être un petit peu adapté. Techniquement, il ne permettait pas juste de relever des points, donc il fallait un peu les bidouiller. C'était faisable, mais c'est comme ça que j'ai su. Là, c'est pour vous donner un exemple de critères à l'aune duquel j'ai comparé ces outils-là. Autre exemple plus concret, comme je vous le disais, j'avais besoin de pouvoir enregistrer et coder avec un logiciel en direct. Ces deux-là étaient conçus pour ça, tandis que ces deux-là, c'était jouable, mais c'était plus du matériel de labo et c'était pas très très pratique à utiliser dans des conditions écologiques. Au niveau statistique, là, on en avait un qui était beaucoup plus complet ici, qui permettait de faire et de la statistique descriptive et des traitements un peu plus poussés, tandis que pour tous les autres, on était plutôt uniquement sur des statistiques descriptives, mais qui étaient déjà suffisantes dans le cadre de cette recherche-ci. Un dernier exemple pour vous montrer pourquoi je me suis amusée comme ça à comparer les logiciels, bien que ce n'était pas si amusant que ça, je dois vous l'avouer. Le fait que ça puisse permettre de donner une rétroaction immédiate après l'enregistrement et le codage. Donc celui-ci, à nouveau, il était tip-top point de vue recherche, il permettait de faire plein d'analyses complémentaires, mais à utiliser avec un étudiant, c'était pas du tout ergonomique. Même chose pour celui-là. Par contre, les deux derniers, ils avaient été conçus pour ça à la base et pas forcément pour faire de la recherche, mais bien pour observer
des futurs professionnels, pas forcément des futurs enseignants. Parfois, c'était plus dans le domaine médical ou dans le domaine sportif que c'était utilisé, mais il permettait de manière plus simple de relever les comportements, notamment via des outils de visualisation un peu plus simples, et d'en discuter avec un futur professionnel. Ce qui faisait qu'à la fin, pour ma recherche à moi exactement, après avoir décrit en long en large ce travail-là, si je devais suggérer à des personnes, mais évidemment il y a un côté un peu subjectif, bien que j'ai beaucoup documenté à l'écrit toute cette partie-là, si je devais recommander à des doctorants, par exemple, puisque on est dans le cadre d'une journée doctorale, uniquement pour faire de la recherche, celui-ci, à l'aune des critères, est beaucoup plus pertinent. À des fins de formation uniquement, ces deux-ci ont été créés pour ça et sont tout à fait intéressants. Et moi, vraiment, dans le cadre de ma recherche qui a lié les deux, ben, finalement, c'est celui-là qui permettait le meilleur compromis, parce qu'à la fois, il permettait de faire toutes les opérations écologiques dont je vous le disais, c'est-à-dire de s'installer rapidement en classe avec un matériel pas trop encombrant et d'enregistrer, coder et faire le débriefing. Mais en même temps, il permettait d'extraire des résultats type statistiques descriptives, occurrences et durée. Donc, c'est là-dessus que mon choix s'est porté. Je ne sais pas combien de temps il me reste, Steve, pour avoir une idée. Pas mal. Alors, en termes de résultats, je vous en présente quelques-uns, centrés sur les deux gestes que je vous ai décrits au préalable et que j'ai observé pendant 2 années auprès, à chaque fois, de l'ensemble des étudiants inscrits cette année-là. Donc, pour rappel, on parle bien ici d'étudiants qui avaient déjà un master, soit en psycho, soit en sciences de l'éducation, et qui faisaient leur agrégation de l'enseignement secondaire supérieur pour devenir prof en secondaire 4, 5, 6. Alors, ça représentait à l'époque 13 leçons en 2015-2016 et 10 leçons en 2016-2017. On est ici tout à fait dans une étude descriptive qui ne vise pas non plus à faire quelque chose à large échelle, mais quelque chose de descriptif dans un contexte bien précis que je vous ai décrit. Et donc, j'ai observé chacun de ces futurs enseignants-là en situation de stage avec le dispositif que je viens de vous décrire. Alors, si on prend les fameuses interventions visant à vérifier la compréhension des étudiants, on se rend compte qu'ils posent davantage des petites questions dont on disait tout à l'heure « Ok, d'accord, ça va, vous avez compris », qu'ils ne s'arrêtent réellement pour demander aux étudiants, par exemple, de reformuler ce qui vient d'être vu, etc. Donc, à l'aide de la grille, on constate ça. On constate aussi pas mal d'écarts, finalement, entre les façons de faire, pas mal de variabilité, avec celui-ci, par exemple, qui ne vérifie pas du tout la compréhension ni de l'une ni de l'autre façon, mais celui-ci qui pose 31 par leçon de... En fait, il y a 2 indices ici. Excusez-moi, je m'interromps 2 secondes pour vous dire qu'en fait, ici, vous avez les chiffres bruts. Donc, par exemple, ici, pour le futur enseignant 1 de l'année 15, on a 14 interventions type « Ok, d'accord, ça va » au cours de sa leçon. Et ici, le nombre entre parenthèses à côté, c'est le nombre rapporté par leçon de 40 minutes. Parce qu'en fait, comme ça a tout été filmé dans des contextes différents, ce n'est jamais la même durée. Il y a des leçons de 30 minutes, d'autres 50, d'autres 60, dépendamment du fonctionnement des écoles. Donc c'est pour ça qu'ici, j'ai tout standardisé par leçon de 40 minutes. Donc j'utilise essentiellement ces chiffres-là quand je discute avec vous pour comparer des pommes avec des pommes. Donc si je reprends mon histoire de variabilité, on se rend compte qu'ici, celui-ci n'en pose aucune, alors que celui-ci pose 31 petites questions qui sont parfois plus un peu de l'ordre d'éthique. J'y reviendrai par la suite. Ce n'est pas un drame non plus s'ils font ça, évidemment. Mais l'intérêt, c'est quand même qu'ils puissent le compenser avec d'autres types d'interventions qui sont utilisées aussi de manière assez variable. On voit ici que celui-ci n'en pose aucune de ce type-ci, alors que celui-ci s'arrête 10 fois pour demander aux étudiants, par exemple, de reformuler ou de réexpliquer avec leurs mots, seuil qui, on le verra dans la discussion, est assez proche finalement de ce qui est recommandé dans la littérature.
Alors, si on regarde les résultats l'année d'après, donc sur une autre cohorte, sur 10 nouveaux inscrits à ce dispositif de formation, toujours très court, je vous le rappelle, ça dure 100 heures pour les former à la pratique, on se rend compte que toujours, ils ne vérifient pas vraiment la compréhension, ils posent un peu les mauvaises questions, entre guillemets, si on caricature, et alors, ils le font beaucoup moins en s'arrêtant et en demandant réellement aux élèves leur compréhension. Et alors, autre constat qui n'est pas hyper cool pour moi, qui est les 2 casquettes, je vous le rappelle, et c'est là que biais il y a, mais je vous présente les résultats de la manière la plus objective possible, ils le font encore moins que l'autre année. Alors ça, par contre, j'ai aucun moyen de savoir pourquoi, ce n'était pas vraiment l'objectif non plus de notre dispositif. On ne sait pas si c'est parce qu'ils sont très très différents ou si c'est parce que la formation qui était un peu différente et étonnamment elle était plus poussée justement sur les gestes, etc. Mais donc ça, on ne sait pas à ce stade-ci et on ne va pas s'avancer sur 2 années en plus sur un si petit échantillon, ce n'est pas du tout le but. Mais en tout cas, on constate pas mal de variabilité entre les 2 années au niveau de ce geste-là, puisqu'en plus là, il y en a plusieurs qui ne le mettent pas du tout en œuvre, ce qui n'était pas le cas l'année d'avant. Alors, comme je le disais tout à l'heure, évidemment, plusieurs posent beaucoup de petites questions qu'on a appelées stéréotypées. Ok, d'accord, ça va, mais l'important est surtout, et c'est dans ce sens-là que je faisais mes rétroactions avec eux, et surtout qu'ils les compensent par d'autres formes de vérification de la compréhension. C'est d'ailleurs ce que fait celui-ci, qui est celui qui pose probablement le plus de petites questions type « ok, d'accord », mais probablement celui qui s'arrête le plus pour réellement vérifier la compréhension. Et il le dit lui-même dans son rapport réflexif, que ben, voilà, il se rend bien compte qu'il en pose beaucoup des comme ça. Il pense que c'est plutôt un automatisme. Et heureusement, il ne pose pas que ce type de questions. Donc l'intérêt aussi est de contextualiser ce que je fais aussi, chacune des observations avec ce que dit la personne à propos de ces gestes-là, parce que tout dépend aussi du contexte et de plusieurs facteurs. C'est moins simple qu'il n'y paraît, un peu comme toutes les interventions qu'on a eu l'occasion d'avoir dans le cadre de la journée. Si on regarde la manière dont ils désignent, donc les types de réponses fournies par les étudiants, on se rend compte que la plupart des réponses sont fournies par des élèves qui n'ont pas été désignés par les futurs enseignants. C'est pas très étonnant puisqu'ils ont plein d'autres trucs à penser, ça j'y reviendrai dans la conclusion, mais en tout cas c'est quand même important de pouvoir s'en rendre compte parce que si on ne l'observe pas de manière systématique, ben, c'est assez invisible finalement, on ne s'en rend pas nécessairement compte et il pourrait dire mais si je désigne et ne pas se rendre compte de l'importance d'un tel geste, en tout cas donc on se rend compte qu'il ne désigne pas et que les autres résultats sont vraiment assez minimes. Hein. Il désigne un peu parmi les volontaires, un peu parmi les non-volontaires, pas du tout avec le petit système de jeu de cartes qui était intéressant au niveau de la littérature sur l'enseignement explicite pour justement se décharger du fait de réfléchir justement à qui j'interroge quand. Ça, ils ne le font pas. Ils interrogent un peu, comme je vous l'avais narré tout à l'heure, à tour de rôle. Et enfin, cette dernière catégorie, en fait, finalement, elle n'est que le reflet de toutes les autres parce qu'elle est utilisée uniquement quand un même élève prend 2 fois la parole d'affilée. Et là aussi, on constate pas mal de variabilité un peu partout, entre ici 8 réponses chez celui-ci et 57 chez celui-là. À chaque fois, pas mal de variabilité, sauf ici finalement, qui est le seul système de désignation qu'aucun étudiant n'utilise. Alors, que conclure de tout ça ? Le premier élément de discussion que j'aimerais discuter avec vous, c'est que, voilà, selon moi, ces résultats, ils renforcent le fait de vraiment fournir une formation spécifique aux gestes de ce type aux étudiants, ce que certains auteurs appellent un kit du débutant de pratique d'enseignement et de gestion de classe fondamentale, et ce qu'on a parfois appelé dans notre dispositif, puisqu'il est très court, je vous le rappelle, un kit de survie du débutant.
On se rend compte qu'il y a peu d'objectivation spécifique de la compréhension au sens où je l'ai défini avec vous. Or, on sait dans la littérature sur l'enseignement efficace, je vous l'ai dit, que c'est un geste qui devrait apparaître très souvent. Toutes les 2 à 3 minutes, nous disent certains auteurs, soit entre 13 et 20 fois par leçon standard, telle que je les ai calculées, de 40 minutes. Alors, ce n'est pas une norme rigide, parce que dès qu'on part sur des trucs comme ça peut partir en se disant, ben non, on ne cherche pas à robotiser les enseignants pour qu'ils appliquent vraiment ça à la lettre, mais c'est au moins un repère dont on peut se servir ici pour lire les résultats, puisqu'on se rend compte qu'aucun futur enseignant n'atteint ce seuil. Ce n'est pas forcément étonnant, j'y reviendrai par la suite, mais qu'on en a un qui approche ce seuil, donc ça c'est quand même assez encourageant. Et en plus, le fait, je vous l'ai montré, et avec ma double casquette, ce n'est pas le résultat le plus chouette pour moi, le fait qu'il y ait un gros, une grosse variabilité entre les 2 cohortes, ça renforce, à mon sens en tout cas, encore plus le besoin de créer une vraie formation à ces gestes-là, parce que ça veut dire que certains le développent plus que d'autres. Et donc, si on veut justement fournir à tous la même formation et éviter que certains le développent naturellement alors que d'autres ne le développeront peut-être jamais, ça renforce à mon avis l'importance d'une telle formation. Au niveau des désignations, même chose, on se rend compte qu'ils ne désignent pas vraiment les élèves et il y a probablement toutes sortes de raisons pour ça et le fait qu'ils ont plein d'autres trucs à penser, la gestion de classe qui est une des plus grosses difficultés des novices, comme on le disait tout à l'heure, leur planification, la gestion du temps, etc. Mais c'est quand même quelque chose d'important parce que si on ne les forme pas à, en tout cas, contrôler davantage ce facteur-là de la situation d'enseignement, on risque, au sens de certains auteurs, de favoriser davantage la découverte des talents plutôt que le développement des talents. En fait, ces auteurs-là nous disent que dans les classes, en fait, environ 20% des élèves, peu importe ce qu'on fait, ils auront toujours les réponses. Et donc, si on se base tout le temps sur eux, finalement, on n'a pas vraiment un vrai indicateur du degré de compréhension dans notre classe. Par contre, si on interroge un peu tout le monde, là, on a un meilleur indicateur et on développe les talents, plutôt que de les découvrir. Alors, les intérêts de ces résultats, et après je vais les nuancer quand même pas mal, ils sont doubles. Pour la recherche, donc si je reprends mon petit bonhomme de l'introduction, ils ont l'intérêt, comme je vous le disais en début, d'objectiver la fameuse boîte noire dont je vous parlais quand je vous disais que dans notre dispositif, on ne savait pas, on avait fait une étude doctorale sur ce que les étudiants disent faire, mais on n'avait pas vraiment le pendant. Que font-ils réellement en stage? Donc en ça, on se constitue une ligne de base qui nous permet de savoir sur quel type de geste on va renforcer notre formation puisqu'elle est courte. Et à des fins de formation, le but était aussi justement de réguler notre dispositif comme je viens de le décrire, mais aussi de susciter des prises de conscience chez les futurs enseignants, puisque je vous le rappelle, tous les résultats étaient fournis directement après. C'était ça aussi le gros challenge de cette recherche-là. C'était de ne pas juste générer les résultats pour nous, auquel cas on aurait mis un certain nombre d'années à les traiter. Ça n'aurait inquiété personne, sauf moi peut-être pour ma vie personnelle. Mais là, le but, c'était de les donner tout de suite aux étudiants. Par exemple, ici, celle-ci qui nous en dit ceci, par exemple. J'avais plutôt tendance à poser une question à l'ensemble des étudiants sans en désigner un en particulier. Je n'avais pas envie de les obliger à participer. Et j'ai d'ailleurs vite changé d'avis en constatant les données d'observation. Le risque dont je prends conscience est que seuls les étudiants plus forts vont répondre au détriment des plus faibles. Donc notre but, c'était vraiment de leur fournir à chaque fois les résultats pour qu'ils puissent s'en servir à des fins réflexives. Alors par contre, une grosse nuance que je tiens à apporter à tout ce que je vous ai raconté, c'est que la formation à un tel kit du débutant, tel que je viens de le définir, ne peut se faire sans une sensibilisation des futurs enseignants au contexte dans lequel ces gestes sont posés. Et pour conclure là-dessus, je vais vous présenter une étude expérimentale qui n'est pas du tout dans mon champ,
pour vraiment nuancer tout ce que je viens de vous raconter. C'est une étude qui a été menée par Monteil en 91 et qui est plutôt une étude de psychologie sociale, on va dire, dans le cadre de laquelle il y avait un groupe de 32 ados en difficulté qui ont été dispatchés en 4 groupes. Donc ces ados-là, ils arrivaient et ils devaient faire une tâche qui était appelée une tâche leurre, c'est-à-dire une tâche de raisonnement mathématique, et ils ne pouvaient pas vraiment savoir, c'est impossible si on la faisait ensemble par exemple, de savoir si on a réussi ou raté ce truc-là. C'est un truc vraiment de réussite logique. Et après ça, ces jeunes-là, on leur attribuait au hasard l'échec ou la réussite. Donc on disait, toi tu as raté, toi tu as réussi, toi tu as raté, toi tu as réussi. Complètement au hasard. Après ça, on leur disait qu'ils allaient avoir une leçon de maths et que certains, pendant la leçon, tous seraient interrogés. Donc c'est la condition qu'on appelle... je ne sais plus exactement, mais en tout cas, ceux-là, ils sont tous interrogés. Et aux autres, on leur disait, vous ne serez pas interrogés. Donc, si vous suivez bien mon explication qui est, je l'espère quand même compréhensible, il y avait 4 groupes. Un groupe à qui on avait dit qu'ils avaient réussi et qui seraient tous interrogés. Un groupe à qui on avait dit qu'ils avaient réussi et que personne ne serait interrogé. Un groupe à qui on avait dit qu'ils avaient raté et que tout le monde serait interrogé. Et un groupe à qui on avait dit qu'ils avaient raté et que personne ne serait interrogé. Qu'est-ce qu'on observe en faisant ça? Bon, le nombre d'étudiants n'est pas énorme, mais c'est quand même intéressant de regarder ça. On se rend compte que ceux à qui on avait dit qu'ils ont échoué, ils n'ont pas des résultats exceptionnels quoi qu'il arrive. Ils ont un résultat type 12 sur 20. Et ça correspond plus ou moins à ce qu'ils ont l'habitude de vivre, c'est-à-dire pas forcément des résultats très importants. Par contre, ceux à qui on vient d'attribuer du succès, donc ça, ils sont surpris, ça leur arrive jamais, ils ont des comportements très différents selon qu'on leur a dit qu'ils seraient interrogés ou pas. Alors ceux à qui on a dit qu'on ne les interrogerait pas, ceux qui sont en condition anonyme, ils ont des très bons résultats. Donc, en quelque sorte, ils sont un peu cachés. Ils sont un peu étonnés d'avoir réussi, mais comme ils sont tranquilles, ils se concentrent sur la tâche et ils la réussissent. Par contre, ceux à qui on a dit « tu viens de réussir, c'est super » et qu'on les interroge, eh ben eux, pouf, ils chutent parce que, et l'hypothèse des auteurs, c'est qu'ils ne sont tellement pas habitués à être en situation de réussite que le fait d'être mis en réussite et en visibilisation devant les autres, ça les fait chuter. Ils focalisent leur attention là-dessus et ça les perturbe un petit peu apparemment. Habitués à l'échec scolaire, ces élèves semblaient avoir des difficultés à assumer, en situation de visibilité, une évaluation positive qui venait de leur être communiquée suite à la tâche leur. Alors pourquoi je vous raconte une étude qui, si partiellement ma branche, puisque si vous vous souvenez, je viens d'expliquer que c'était bien d'interroger au hasard, etc., selon la littérature sur l'enseignement efficace, c'est parce que c'est important de prendre en compte le contexte dans lequel certains gestes sont posés. Et donc, une formation telle que je vous le décris au geste, ben, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Il ne suffit pas de faire une checklist des comportements, de les former. Ben, tout dépend un peu de dans quel contexte, du climat de classe qui joue beaucoup, etc. Néanmoins, après avoir beaucoup nuancé tout ce que j'ai raconté, je suis obligée de nuancer la nuance que j'ai mise, parce que dès qu'on dit qu'il faut faire attention au contexte, alors là, on retombe dans le rien n'est généralisable, tout est unique et on ne peut plus rien conseiller aux étudiants, etc. Et alors, autant arrêter de nous questionner sur la formation et de former les gens. Dit de manière un peu plus jolie que ce que je viens de dire, j'aime bien cette citation-ci de Pascal Bressou qui nous dit que il y a un risque de penser que rien n'est généralisable, que tout n'est qu'affaire de rencontres, que l'on ne peut en aucun cas envisager de pratiques menant à de meilleurs résultats et que, comme le récuse Brick, on soit amené à croire que chaque situation est unique et que, par conséquent, chaque éducateur, école, district doit inventer lui-même sa propre pratique. Donc tout ce que je vous ai présenté, finalement, ça montre que
les choses sont complexes, même quand il s'agit de gestes qui ont l'air un peu bateaux comme ceux que j'ai présentés. Mais cela ne justifie pas pour autant un recours à l'intuition et à l'improvisation de chaque enseignant, parce qu'alors là, c'est pas beaucoup mieux finalement, parce que s'il n'interroge pas du tout les élèves, bah alors là, il ne vérifie pas la compréhension et on ne s'en sort pas non plus. Donc, ce n'est pas parce que c'est complexe qu'il ne faut pas essayer de formaliser et de trouver des règles de pratique qui peuvent être intéressantes à adapter au contexte. Ça montre bien toute la complexité de tout ce que je viens de vous raconter. Et actuellement, donc, on essaye donc de renforcer cette formation-là aux gestes, tout en prenant bien en compte les contextes d'utilisation des gestes et notamment en expliquant aux étudiants qu'il est important qu'ils instaurent une véritable routine finalement de vérification de la compréhension de leurs étudiants, mais en leur expliquant bien avant à quoi ça sert, pourquoi ils vont faire ça, que le but finalement de poser ce type de questions en interrogeant les gens, c'est pas de punir les élèves ou de les juger, mais finalement plus de s'évaluer soi, d'évaluer son propre enseignement, pour travailler plus sur le climat de classe, etc. Vous pourrez trouver tout ce que je vous ai raconté, notamment la grille d'observation, sur le site à propos duquel on vous a donné un petit marque-page. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je me réjouis déjà du débat qui suit.